Bonjour à tous et à toutes. La question Israël en Égypte, mythe ou réalité, est placée devant nous. Nous avons affaire à ce problème de la critique vis-à-vis de la Bible. Des gens comme, par exemple, Israel Finkelstein, que vous voyez sur la photo, prétendent aujourd'hui, comme des scientifiques, tout ce que la Bible dit sur Israël en Égypte, l'exode de l'Égypte, ensuite la conquête du pays de la promesse sous Josué, ce sont que des légendes. En fait, Finkelstein, dans son livre « Pas de trompette devant Jéricho », il nie donc l'historicité d'Abraham, le père d'Israël, d'Isaac, de Jacob, Joseph comme gouverneur en Égypte, Israël comme peuple en esclavage en Égypte, l'exode et la conquête du pays. Et il dit, ce sont que des légendes. Tout en affirmant, il n'y a aucune trace archéologique d'Israël en Égypte. Vers 1230, il dit, donc 1230 avant Jésus-Christ, Jéricho n'était pas une ville, il n'y avait pas de mur. Donc la conquête du pays sous Josué, où selon la Bible, les murs sont tombés vers l'extérieur, c'est une pure légende. Eh bien, on peut se demander, qu'est-ce que ça change ? Ce sont toujours des belles histoires pour raconter aux enfants. Mais il faut voir le fait que les premiers livres qui traitent de ces histoires, d'Abraham, d'Isaac, etc., jusqu'à l'Exode, etc., ces premiers livres de la Bible forment la base de la bonne nouvelle. Pour la crédibilité de la bonne nouvelle dans le Nouveau Testament, il est très important que la fondation soit solide. Alors, il faut faire face à cette critique fondamentale de l'Évangile. Parce que cette critique remet en question les fondements de la Bible. D'abord, on veut considérer les faits. Ramsès II, selon la chronologie égyptienne d'aujourd'hui, a régné 1279 jusqu'à 1213 avant Jésus-Christ. Et c'est un fait archéologique. À l'époque de Ramsès II, il n'y avait effectivement aucune trace des Israélites en Égypte. Jéricho n'était pas une ville à l'époque, elle est tombée vers 1550 avant Jésus-Christ. Donc déjà à cette époque, et pendant des siècles, elle ne fut plus une ville. Donc si M. Finkelstein dit à 1230, nous ne trouvons des traces d'Israël en Égypte, on ne trouve pas de traces d'une conquête de Jéricho. Archéologiquement, c'est un fait que vers 1230, on ne trouve rien. Mais cela ne veut pas dire que ces choses ne sont pas des faits historiques. Voilà, dans le passé, il y avait plusieurs personnes qui ont essayé de trouver une solution, comme par exemple Immanuel Velikovsky, 1895 jusqu'à 1979. C'était un psychanalyste juif, marié à une grande violoniste, et voilà, il s'est intéressé aussi pour beaucoup d'autres domaines et questions. Et lui a essayé de chercher, de réunir Bible et archéologie. Donc il a écrit des livres comme Ages in Chaos, Peoples of the Sea, Ramses II and His Time, tout en montrant que selon lui, la chronologie officielle dans l'égyptologie est totalement fausse. Donc, il a dit les périodes sont en fait un chaos.
en égyptologie. Mais je peux vous assurer que les égyptologues, ils n'aiment pas apprendre d'un psychanalyste ce qu'il faut penser en archéologie. Un certain professeur Dr. Donovan Amos Corwill, il a vécu 1901 jusqu'à 1996, un biochimiste, a eu un intérêt profond pour l'archéologie et la chronologie biblique. Et lui aussi a essayé de changer la chronologie égyptienne. Et plus tard, un homme très intéressant, David Rohl, né en 1951. Lui était un peu type rebelle. Et voilà, il a commencé à faire des études d'égyptologie lorsqu'il avait déjà un certain âge, donc il était plus âgé que ses collègues, les autres étudiants, et il n'était pas tellement agréable pendant les cours. Donc, lorsque les étudiants, en général, ils croient tout de suite ce que le professeur dit, il a tout le temps posé des questions critiques, il a tout questionné. Mais vous voyez, finalement, il a fait son doctorat en égyptologie. Et lui a écrit un livre en anglais, A Test of Time. C'était traduit en allemand, Pharaonen und Propheten. Et là, il dit en 2 mots, la chronologie égyptienne est erronée. Elle doit être décalée de 380 ans. Alors, tout s'accorde avec la Bible. On trouve les traces d'Israël en Égypte, on trouve même Joseph comme gouverneur de l'Égypte. On trouve plus tard les traces de la conquête de Jéricho, etc. Est-ce que les spécialistes en égyptologie, ils étaient enchantés par cette attaque? Pas du tout. Donc même si on est égyptologue et veut aller contre ce qui est accepté par la majorité, aucune chance. Et voyez, la littérature en égyptologie est très sec. C'est normalement pas écrit d'une façon intéressante. C'est même terrible, n'est-ce pas? Mais là, lorsque vous avez pu lire dans des journaux des spécialistes en égyptologie, alors là, les émotions se sont montées contre David Rohl. Alors ce pauvre homme, on lui a tapé dessus terriblement. Mais il a continué, il est allé son chemin. Et voyez, cette personne, Tim Mahoney, ce n'est pas un psychanalyste, ce n'est pas un biochimiste, ce n'est pas un égyptologue, c'est un cinéaste. Et lui, dans le passé, il a dû aller par une sombre vallée dans sa vie. Il est tombé dans une profonde crise de foi lorsqu'il a appris en archéologie, beaucoup de spécialistes disent, ce sont que des mythes. Abraham, Isaac, Jacob, Israël en Égypte, l'Exode, la conquête du pays. Et il s'est demandé, mais si je vais affronter tout ce problème. Et il a commencé à faire des interviews. Il a voyagé dans le monde entier pour voir des personnes importantes en rapport avec toutes ces questions. Il a fait des interviews et après bien des années, finalement, ça a donné ce film Pattern of Evidence, un film qui a reçu un écho énorme mondialement. On a pu le voir dans les cinémas en Allemagne, ensuite encore dans d'autres pays. Donc il a eu un succès impressionnant par ce premier
film documentaire sur ce sujet. Il a beaucoup suivi David Rohl. Et vraiment, d'une façon impressionnante, il a montré, voyez, il faut simplement changer la chronologie égyptienne et ensuite, vous voyez les faits archéologiques qui sont en harmonie stupéfiante avec la Bible. Donc, on peut aussi acheter ce film comme DVD, et c'est un film merveilleux. Et maintenant, il continue, il a un second projet. Je l'ai rencontré d'ailleurs dans le passé aux États-Unis, et on a fait un long interview en vue d'un futur film. Assez récemment, je l'ai revu en Allemagne, au musée de Gutenberg, et là, on a fait encore quelques scènes pour ce film futur, où il veut traiter la question qui a écrit le Pentateuque, les 5 livres de Moïse. N'est-ce pas? Parce que aussi là, des critiques disent c'est assurément pas Moïse qui a écrit les premiers livres de la Bible. Eh bien, vous voyez, bien des gens ont été convaincus par ce film, mais pas le monde égyptologue. Parce qu'ils n'acceptent pas un changement de leur chronologie. Ce ne sont pas les faits qu'on voit, donc, des parallèles entre archéologie et la Bible. Non, ça, on pourrait accepter, mais ça ne marche pas avec la chronologie. Vous voyez? Eh bien, là, on veut entrer dans le sujet maintenant, tout en faisant une critique de la critique. Il faut être critique des critiques, vous voyez? Et d'abord demander, faut-il vraiment une révision de la chronologie? Comme, n'est-ce pas, Velikovsky, Courville et autres ont pensé. D'abord, la Bible ne désigne nulle part Ramsès II comme le pharaon de l'esclavage. Donc, cette date donnée par exemple par Israel Finkelstein, 1230 avant Jésus-Christ, cette date, nous ne trouvons pas dans la Bible pour établir là-dessus l'Exode. En plus, cette date est en contradiction avec la chronologie biblique. Parce que dans la Bible, depuis le commencement jusqu'à la fin de l'Ancien Testament, on a une chronologie, donc des chiffres qui donnent une chronologie sans aucune lacune. Et il y a même encore un pont de cette chronologie vétérotestamentaire vers le Nouveau Testament, et on peut continuer une chronologie absolue jusqu'à l'an 70, destruction de Jérusalem et du Temple. Eh bien, d'abord, on doit demander, par exemple, M. Finkelstein, pourquoi vous dites 1230 devrait être la date de l'Exode? Alors, il vous dira, Exode 1, verset 8, nous lisons, « Et un nouveau roi se leva sur l'Égypte, qui n'avait point connu Joseph. Et il dit à son peuple, voici le peuple des fils d'Israël, les fils d'Israël, est plus nombreux et plus fort que nous. » Verset 11. « Et ils établirent sur lui des chefs de corvée pour l'opprimer par leur fardeau. Et ils bâtirent pour le pharaon des villes à grenier, Pithom et Ramsès. » Voilà, il dit, on lit dans la Bible de la ville de Ramsès en rapport avec l'esclavage en Égypte. Donc, l'Exode était à l'époque de Ramsès II. Mais voyez, la Bible ne mentionne jamais un pharaon Ramsès. La Bible parle toujours du pharaon, son nom propre. Et cela est même remarquable. Dans la conférence de ce matin, je n'avais pas expliqué cela. Seulement plus tard, dans l'histoire de la Bible, on trouve des pharaons mentionnés avec leur nom propre.
par exemple, le pharaon Shishak, au temps des rois d'Israël et de Juda, et on lit d'un pharaon Nécho et d'autres, Ophra, et c'est exactement ce qui reflète la réalité en Égypte ancienne. Parce que dans la vieille histoire, dans les textes, on parle du pharaon. Et seulement plus tard, on commence à ajouter le nom propre. Et ça se reflète dans la Bible. Donc, le fait que la Bible, en Exode, parle seulement du pharaon, c'est déjà une indication qu'il s'agit d'une histoire très vieille. En plus, il y avait 11 pharaons de nom de Ramsès. Mais on a quand même des raisons pour dire Ramsès II, parce que Ramsès II était un grand bâtisseur, et spécialement dans la ville de Ramsès. Mais il faut retenir, la Bible ne parle pas du pharaon Ramsès, mais seulement de la ville Ramsès. Et on peut effectivement expliquer pourquoi on trouve ce nom Ramsès ici dans le texte biblique, par le fait que, autrefois, cet endroit était appelé chez les Égyptiens Avaris. Mais plus tard, on ne connaissait plus cette ville sous ce nom, mais plutôt sous Ramsès. Et c'est pour ça qu'on peut accepter qu'un prophète, inspiré par le Saint-Esprit, après Moïse, a ajouté ce mot Ramsès pour rendre intelligible pour le peuple d'Israël, plus tard, le nom de cette ville. On connaît ça d'un autre cas. Vous voyez l'histoire d'Abraham qui parle de sa guerre qu'il a fait contre des rois de l'Orient. Et là, la Bible nous dit en Genèse 14 qu'il est allé jusqu'à Dan. Mais à l'époque d'Abraham, cet endroit n'avait pas encore le nom de Dan. La Bible elle-même le dit dans le livre de Josué et des Juges. Donc, on a seulement plus tard donné le nom selon un des fils de Jacob, qui s'appelait Dan. Et la tribu de Dan avait fait la conquête de cette ville. Mais déjà, en Genèse 14, vous voyez, on trouve donc le fait qu'un prophète a changé le nom pour rendre le texte intelligible pour les Israélites plus tard. Donc, après la fin de l'Ancien Testament, une rédaction ultérieure était impossible. Mais à l'époque où il y avait des prophètes, c'était encore possible. Vous voyez, par exemple, dans les Proverbes, vous lisez, chapitre 25, que les hommes d'Ézéchias ont ramassé des proverbes de Salomon. Et donc, ils ont fait une rédaction, et cette rédaction, c'est le texte inspiré. Alors, on n'a pas une indication biblique que Ramsès était le pharaon de l'Exode. Donc, il faut mettre en question cette date de l'Exode vers 1230 avant Jésus-Christ. Et d'ailleurs, si on prend les chiffres de la Bible et d'une façon conséquente, où on ne dit pas, voilà, ce nombre-là est une erreur de copiste, ce nombre-là ne joue pas, donc il faut laisser de côté. Non, il faut prendre tous les chiffres de la Bible. Et ça, j'appelle la chronologie stricte. Et d'abord, une première observation, on arrive effectivement à mettre tous les chiffres de la Bible, les chiffres historiques, dans un système cohérent. C'est possible. Il y a quelques places où c'est assez difficile pour trouver la solution, mais maintenant on peut dire qu'on a trouvé toutes les solutions. Et on peut obtenir donc une image cohérente, et ainsi on peut dater l'Exode
vers l'an 1606 avant Jésus-Christ. Ensuite, la marche à travers le désert, 40 ans. Donc, la conquête de Jéricho vers 1566. Et maintenant, il nous faut maintenant, lorsqu'on a la chronologie stricte de la Bible, il nous faut donc un synchronisme. Donc, la possibilité pour rejoindre la chronologie de l'archéologie séculaire avec la chronologie biblique. Il y a plus qu'une possibilité, mais une très bonne possibilité, c'est l'an 586 avant Jésus-Christ. Voilà la destruction de Jérusalem. L'image que vous voyez ici, dans la cité de David, nous montre les maisons des princes de Juda qui ont été détruites par Nebuchadnezzar. Et on a même trouvé les cendres de l'époque de 586 avant Jésus-Christ. Je lis 2 Rois 25, 8. Et au 5e mois, le 7e jour du mois, c'était la 19e année du roi Nebuchadnezzar, roi de Babylone, Nebuzaradon, chef des gardes, serviteur du roi de Babylone, vint à Jérusalem. Et ensuite, le texte biblique nous dit, les Babyloniens ont détruit Jérusalem et le temple de Salomon. Et l'ont brûlé. Et voilà, le texte biblique parle même de la destruction des maisons des princes. Eh bien, nous avons plusieurs tablettes cunéiformes de l'époque de Nebuchadnezzar qui parlent de sa vie, donc liées avec des observations astronomiques de position de planètes. Et ainsi, il est très facile, par l'ordinateur, de calculer les années de la vie de Nebuchadnezzar d'une façon absolue par l'astronomie. Et là, alors, il est tout facile d'affirmer que la 19e année du roi Nebuchadnezzar était 586 avant Jésus-Christ. Bon, on est d'accord en archéologie et en études bibliques sur ces deux dates. Et maintenant, on peut compter en arrière. Voilà, 390 années, c'était la période entre petite erreur. « 390, disons, en arrière, nous avons la division du royaume d'Israël, les 10 tribus, et des 2 tribus, la Juda. Donc, juste après la mort de Salomon. Si vous calculez les chiffres en 1 et 2 chroniques, 1 et 2 rois, vous obtenez 390 ans. Et Ézéchiel 4, verset 4, parle directement de cette période de 390 ans. Eh bien, ensuite, on peut calculer le temps de la monarchie sur les 12 tribus. N'est-ce pas? David, ou dans la suite, Salomon, avant lui David, avant lui Saül. Et le texte biblique, Acte 13, 21, dit « Saül a régné 40 ans ». 2 Rois 2, verset 11, David, 40 ans. Salomon, 2 Chroniques 9, verset 30, aussi Salomon a régné pendant 40 ans. Donc, ça nous ramène 3 fois 40 ans et nous obtenons la date du commencement de la monarchie d'Israël, 1096, avant Jésus-Christ. En plus, juste avant la monarchie, on avait le temps des juges. Et voilà, l'apôtre Paul, dans sa prédication à Antioche, acte 13, 18 à 20, explique le temps des juges était une période de 450 ans.
Et effectivement, si on prend les chiffres dans le livre des juges jusqu'au 1 Samuel, on obtient exactement 450 ans. Je suis en train d'écrire un livre qui traite de toutes ces questions et qui explique aussi comment exactement obtenir tous ces chiffres. Alors, on peut facilement ensuite contrôler ce que je vous présente là en vitesse, n'est-ce pas? Alors, comme ça, le commencement du temps des juges, 1546. Mais avant, n'est-ce pas, depuis l'exode hors d'Égypte, nous avons 40 ans dans le désert. On peut calculer sur la base des chiffres bibliques que la conquête du pays était d'une période de 6 ans. Seulement, oui, vous avez pensé plus. Seulement 6 ans sous Josué. Et voilà, après on peut calculer, il y avait 14 ans jusqu'au commencement du temps des juges. Ainsi, on peut obtenir 1606 avant Jésus-Christ comme la date de l'Exode. Et maintenant, est-ce que c'est stupéfiant? La différence entre 1606, le chiffre de la Bible, et le chiffre de Ramsès II, 1230, ça fait une différence de 376 ans. C'est presque 380, comme David Rohl, environ, voulait changer la chronologie égyptienne. Mais maintenant, vous voyez, il ne faut pas changer la chronologie séculaire. Elle est établie, on peut la laisser. Parce qu'on peut même plus, on peut la confirmer par le texte biblique. Donc, la Bible confirme la science séculaire. C'est intéressant. Et maintenant, vous voyez la grande différence. Ramsès était un pharaon de la 19e dynastie. Mais si on prend pour l'Exode la date de 1606, eh bien, ça nous ramène vers la 13e dynastie. Ça, c'est tout autre chose. Vous voyez, c'est normal qu'on ne trouve pas les Israélites en Égypte pendant la 19e dynastie. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas d'Israélites. Parce qu'il y avait déjà l'Exode. Si on trouvait encore les Israélites en Égypte, ça serait un problème. Alors là, la Bible serait fausse. Si, à l'époque de la 13e dynastie, Jéricho aurait un mur, serait une grande ville, on aurait un problème avec la Bible. Parce que la Bible nous dit, Jéricho a été détruite à l'époque de Josué, et pendant des siècles plus rebâtie seulement à l'époque du roi Akab. Hiel a rebâti Jéricho. Tiens, donc selon la Bible, à 1230 avant Jésus-Christ, Jéricho était une ruine. Vous voyez, ça serait la même chose si, juste un jeu de pensée. Dans 600 ans, des archéologues feraient de la recherche en France. Et ils cherchent dans les archives de l'époque de la Réforme, du XVIe siècle, n'est-ce pas, un certain monsieur Macron qui avait un problème avec les Gaulois. Mais ils ne trouvent pas. Alors ils diront, c'est un mythe, il n'y avait jamais un monsieur Macron avec des problèmes avec les gilets jaunes. Mais il faudrait tourner vers les archives du XXIe siècle. Et voilà, là on trouve un monsieur Macron. Vous voyez? Ça serait le même problème comme là. Donc, nous ne devons pas mettre en question les capacités archéologiques de M. Finkelstein. Il est un grand scientifique dans son domaine,
qu'il a donc une attitude d'ennemi vis-à-vis de la Bible, ça c'est autre chose. Ça c'est son affaire personnelle. Mais son travail archéologique est bien scientifique, mais pour ses études bibliques, je lui donnerais une mauvaise note. C'est ça. Mais il ne prétend pas être un spécialiste de la Bible, vous voyez. Ça, c'est la différence. On aurait tous des mauvaises notes dans les domaines que nous n'avons pas appris. Voilà. Maintenant, une approche totalement différente. Manéthon, un historien égyptien de l'époque ptolémaïque, c'est l'époque des siècles juste avant l'ère chrétienne, a écrit en grec, parce que c'était la langue officielle de l'époque. Comme égyptien, il a écrit en grec « Dieu fut impitoyable à l'égard du roi Timaïos et frappa l'Égypte. Ensuite, des ennemis venant de l'Est ont conquis le pays facilement et sans épée. » La conséquence, selon Manéthon, les villes réduites en cendres, dévastation des sanctuaires des dieux, massacre de la population et esclavage. Eh bien, est-ce que c'est ça une description de l'époque de l'Exode et des 10 plaies sur l'Égypte? Alors, le nom Timaïos, c'est la façon de prononcer un nom égyptien de la façon grecque. Et si on connaît un peu, on sait exactement comment il faut tourner un peu cette façon de prononcer pour obtenir l'original égyptien. Timaïos correspond à Dédou-Mosé. Et Dédou-Mosé, c'était un pharaon à la fin de la XIIIe dynastie. Tiens, vous voyez, la XIIIe dynastie. Ça c'est l'époque de 1606. Oui. Et vous voyez, on possède toujours ce papyrus royal de Turin qui donne toute une liste de pharaons. Et là, on trouve justement ce nom de Dédou-Mosé. Alors, maintenant, on peut s'occuper de la date de la naissance de Moïse. Lui a été né, selon la Bible, 80 ans avant l'Exode, donc vers 1686. Et voyez ce pharaon maintenant. Artapanos, un historien juif de la fin du IIIe siècle avant Jésus-Christ, et était auteur d'un ouvrage sur l'histoire du peuple juif. Il a écrit en grec Peri-Iudaion, sur les Juifs, concernant les Juifs. Et dans ce livre, il dit, vous voyez, c'est encore une autre approche, il dit la fille du pharaon à l'époque de Moïse, donc la fille qui a reçu Moïse comme enfant adopté, s'appelait Méris. La Bible ne parle pas d'un nom, n'est-ce pas? Et son mari était le pharaon Khénéfrès. Alors, ou Khénéfrès. Alors là, vous devez aussi obtenir l'original égyptien de cette prononciation grecque, et c'est Ka-Nefer-Ré, ce qui veut dire la perfection de Ré, le dieu du soleil, brille à l'horizon. Et voilà, c'est un pharaon de la XIIIe dynastie. Mais bien avant Dédou-Mosé. Donc, vous voyez ici, ça c'est le père adoptif de Moïse. Il avait un nom d'intronisation, Zobek Hotep
4. Kha-Néfer-Ré. Tiens, maintenant on a trouvé deux pharaons. Le pharaon de l'Exode, les 2 Mosées, et Sobek-Hotep 4, Kha-Néfer-Ré, le pharaon de l'époque de la naissance de Moïse. Et maintenant, on aimerait savoir qui était le pharaon à l'époque de Joseph, où il était gouverneur de l'Égypte. Eh bien, voilà, selon la chronologie stricte, l'an où Joseph se présentait devant le pharaon pour expliquer ses rêves, c'était 1830 avant Jésus-Christ. Et selon la chronologie de l'égyptologie d'aujourd'hui, ça nous amène vers l'époque d'Amenémès III. Voilà, le pharaon de Joseph. Et sans faire un lien avec Joseph, des spécialistes de l'art égyptienne ont dit cette représentation du pharaon est hors du normal. N'est-ce pas? Souvent, les pharaons ont des visages plutôt type symbolique. Mais là, c'est un vrai visage. Vous voyez les oreilles un peu avancées, ce qui pourrait indiquer, on a dit, c'est un pharaon qui a des oreilles pour entendre la voix du peuple. N'est-ce pas? On cherche de tels gens qui règnent, qui ont des oreilles pour le peuple. Et vous voyez ce visage qui est caractérisé par le souci. C'est un homme qui a un souci pour les difficultés de son peuple. Et maintenant, lorsqu'on fait le lien par la chronologie stricte de la Bible, on peut dire, ah oui, bien sûr, c'était le pharaon à l'époque de Joseph qui a vu le peuple passer par 7 ans de famine terrible, mais qui voulait sauver le peuple par l'aide de Joseph. Maintenant, nous allons à la ville de Ramsès, où on fait, depuis les années 60, des fouilles. C'est-à-dire une équipe autrichienne fait des fouilles près de Cantyr, où l'on a retrouvé la ville de Ramsès. En égyptien, Pi-Ramsès. Pi, c'est l'article défini en égyptien. Et la grande tête de ces fouilles, c'est M. Manfred Bitak, né en 1940. C'est lui qui m'a donné aussi la permission d'utiliser toutes ces photos que je vais vous montrer, et sans demander de l'argent. Donc, il a fait un travail énorme, mais bien sûr, dans son travail, il n'a pas fait un lien avec Israël en Égypte et avec Joseph, parce que lui aussi était instruit. L'Exode, c'était selon la Bible, vers 1230. Donc, on ne peut pas trouver ici les Israélites. Mais il est intéressant. Parler avec lui, il parle d'un peuple, là, à la ville de Ramsès, qu'on pourrait appeler des proto-israélites. Vous voyez, un mot un peu intelligent, n'est-ce pas? Proto-israélites. Donc, les Israélites de l'époque où il n'y avait pas d'Israélites, mais ils sont comme des Israélites. Oui, c'est bien. Mais il faut juste piffer proto. Déjà ce matin, j'ai expliqué un peu les bases de l'archéologie, du travail des fouilles. Vous voyez, lorsqu'on marche à travers le Proche-Orient, à travers l'Égypte, Israël, etc., vous voyez tout le temps des collines, mais normalement des collines naturelles. Mais souvent, si on a un peu l'œil, on voit c'est une colline artificielle, donc qui est formée par des débris de la civilisation. Et là, lorsqu'on commence à couper dedans, on appelle ça en arabe tel, aussi en hébreu, tel. Mais tel, c'est ça, mais jamais donc une colline naturelle. C'est toujours une colline de débris de la civilisation.
Il faut couper dedans comme on coupe dans les gâteaux. Comme on coupe les gâteaux, n'est-ce pas? Alors, vous voyez, il y a des couches différentes. Et là, il faut veiller à garder bien la distinction entre les couches, parce que chaque couche représente une période où, à la fin, la ville a été détruite, rebâtie, détruite, rebâtie. On a, en général, au Proche-Orient, rebâti sur les débris. Et ça forme des gâteaux de civilisation. Et en plus, il faut aussi regarder quels sont les modes de la céramique. Parce que ça a tout le temps changé, et sur la base de ces modes, on peut dater relativement les couches. Vous voyez, par exemple, ici, dans la 5e couche, vous trouvez la même mode comme dans un autre tel, dans la 2e couche. Alors, ainsi, vous savez, la 5e ici correspond à la 2e là-bas. Ce n'est pas une chronologie absolue, mais relative. Très important. Et voilà, maintenant, nous sommes ici à la ville de Ramsès. Et quand on va vraiment en bas, pour voir la toute première couche, on appelle ça stratum H. Et je vais vous montrer, c'est le moment où Jacob, avec sa grande famille, est arrivé en Égypte, à Goshen, pour s'installer. Ensuite, on trouve stratum G4, G3, G2, G1. Ce sont les couches des Israélites en Égypte, mais à la fin de stratum G1, on trouve une catastrophe. Des masses de morts qui ont été jetées pour être enterrés en vitesse. Donc, juste, on les a même jetés dedans pour éviter, évidemment, des maladies. Et ensuite, la ville de Ramsès a été quittée par ce peuple qui a habité ici. Et il y a, là, j'indique ça par cette ligne, il y a donc une lacune de temps. Et plus tard, c'est stratum F, c'est la couche où un autre peuple est arrivé pour s'installer, avec une autre culture. Et voilà, les couches stratum G à H, ça montre un peuple non égyptien qui est caractérisé par la culture de Canaan. Vous voyez? C'est intéressant, puisque la famille de Jacob venait de Canaan. Voilà. Tim Mahoney, lui, à son tour, m'a aussi donné la permission d'utiliser plusieurs images de son film, qui est vraiment bien fait, comme je viens de dire. Oui, je fais un peu la publicité, mais avec conviction. Voilà, et il montre dans son film cette photo, où vous voyez là les couches de la ville de Ramsès. Mais si on va vraiment encore plus bas pour voir les toutes premières couches, alors c'était la ville qu'on a appelée autrefois Avaris, la ville des Égyptiens, des Israélites en Égypte. Et alors la première chose qu'on trouve, c'est une villa du style qu'on connaît depuis Canaan. C'est la villa du père Jacob. Lorsqu'il est arrivé avec la grande famille, une 70aine, n'est-ce pas, de personnes qui se sont installées à Goshen, à Avaris. Et voilà, sa villa, dans son style qu'il était habitué au pays. Il ne voulait évidemment pas quelque chose qui aurait été plutôt égyptienne. Mais au-dessus de cette couche, on a trouvé un palais.
Et voilà, c'est le palais de Joseph, qui, après son travail de sauver l'Égypte de la famine, vers la fin de sa vie, s'est installé à la ville de Ramsès et a bâti un palais. Vous voyez ici, comme ça a été construit, et c'était un palais, là, avec une cour intérieure, plusieurs chambres, et d'ailleurs, là, la chambre pour dormir, avec le plus grand socle de lit qu'on n'a jamais trouvé en Égypte. Mais ça va bien pour quelqu'un qui était un homme de rêve, mais rêve de Dieu, pas d'imagination. Mais vous voyez ici ajouter deux appartements du même type. Pourquoi deux appartements ajoutés? Eh bien, la Bible nous dit que Joseph avait 2 fils, Éphraïm et Manassé. Ils sont installés avec leur famille là. Et le reste, le palais de Joseph et d'Asnath. Et vous voyez là, vers la cour intérieure, il y a des piliers, mais des piliers très grandes, marquantes. 12 piliers, selon le chiffre des 12 patriarches. Voilà, l'ordinateur le rend possible, une reconstruction du palais de Joseph en Égypte. Et là, vous voyez les 12 colonnes. Et encore plus. N'est-ce pas? Là, vous dites, oui, on peut dire, c'est le même chiffre comme les patriarches, mais pour moi, ce n'est pas très convaincant. Je peux comprendre. Mais il faut aller au jardin du palais. Et là, on trouve 12 tombeaux. Je veux dire 11 et une pyramide. Et voilà les 12 tombeaux des patriarches. Mais d'avoir une pyramide à cette époque, c'était absolument hors du commun. Parce que, par l'égyptologie séculaire, on a compris que l'époque d'Amenémès III était différente. Là, l'élite, les princes, ont perdu tous leurs droits. Le pharaon était vraiment le souverain absolu en Égypte. Et les autres étaient rien du tout. On comprend cela, d'ailleurs, parce que Joseph, pendant la famine, il a vendu donc la nourriture au peuple. Ils ont payé jusqu'à ce qu'il n'y avait plus rien. Et ensuite, il a laissé acheter par le terrain. Et ainsi, il a acheté tout le pays de l'Égypte pour le pharaon. Donc, le pharaon est devenu donc, celui qui possédait tout le pays de l'Égypte personnellement. Et donc, les princes n'étaient rien du tout. Donc, à cette époque, d'avoir une pyramide comme tombeau était impossible. Mais là, il y a une pyramide. Étonnant. Chose étonnante. Ça doit dire que c'était une personne absolument hors du commun. Oui, Joseph était absolument hors du commun. Bien sûr, tous ces tombeaux étaient vides, puisque lors de l'Exode, on a pris donc les restes de Joseph pour les enterrer au Canaan. Et la Bible nous dit, en fait, tous les 12 patriarches étaient enterrés en Canaan. Alors, il faut entrer cette pyramide. Vous voyez, là, il y a une sorte de chapelle, et là-dedans, il y avait une statue. Ça devrait être la statue de Joseph. Et vous voyez, en réalité, elle est plus très belle. C'est une statue qui a été intentionnellement cassée
on trouve les fureurs, les traces de la fureur contre cette statue. Donc on a même battu là sur la tête pour casser la tête. Mais d'où vient cette colère contre cette statue? Bien sûr, on peut comprendre après l'Exode. Les Israélites sont passés. Ensuite, le Pharaon voulait les rattraper pour les ramener en Égypte. Mais finalement, lui et son armée sont morts dans la mer Rouge et Israël est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a encore pu faire en Égypte? C'est casser au moins la statue de Joseph, cet Israélite, ce Juif. Vous voyez, la haine des Juifs remonte loin. Et vous voyez là les restes de couleur. Et sur la base de ces restes de la couleur sur la statue et sur la base de la connaissance d'autres statues qui sont qui étaient mieux conservées, on a pu reconstruire la statue par l'ordinateur. Et nous allons tout à l'heure voir dans le visage de Joseph. Mais encore, j'aimerais ajouter, voyez là ce bois. C'est un signe égyptien qui signifie un étranger. Donc cet homme exceptionnel, à l'époque d'Amenemès III, était un étranger, non pas un Égyptien. Voilà Joseph, avec ses cheveux rouges. C'est une perruque. Ce ne sont pas ses cheveux naturels. Ça ne me plaît pas, d'ailleurs. Mais, voyez, j'aime la musique de Bach, mais j'aime pas sa perruque, pas du tout. Alors, voyez, il s'est adapté à la manière égyptienne de l'époque sans jamais s'adapter à l'idolâtrie égyptienne. N'est-ce pas? Ça, c'est une chose remarquable. Et maintenant, on a encore reconstruit toute la statue. Vous voyez encore ce bois? Ça veut dire « je suis un étranger ». Eh bien, l'histoire de Joseph et du Pharaon est l'histoire de l'abondance de 7 ans et de la famine de 7 ans. Et on a des indications qu'il a eu une famine terrible, ou des famines terribles, pendant plusieurs années en Égypte à cette époque. Parce qu'en Haute-Égypte, on a trouvé une place où, exactement du temps d'Amenemès III, on a trouvé des indications des niveaux du Nil. Et le Nil, n'est-ce pas, est important en rapport avec abondance et famine en Égypte. L'Égypte n'est pas dépendante de la pluie, mais il faut l'eau du Nil, qui est apportée par l'Afrique noire. Et bien sûr, en automne, le Nil apporte donc l'eau qui traverse les bords du fleuve, et cela est très important pour l'agriculture. C'est même fondamental. Donc, les hauts niveaux du Nil sont importants pour une bonne moisson, parce que l'eau est apportée sur les champs, et cela est important pour avoir des champs fructueux, mais ensuite l'eau doit recouler vers le fleuve, et ensuite on doit semer dedans. Mais c'est seulement une certaine date qui joue. Et s'il y avait trop d'eau du Nil, alors ça signifie une famine en printemps pour la moisson. Alors, vous voyez, donc si le Nil apportait trop peu d'eau, c'était un signe pour la famine, mais aussi quand il apportait trop d'eau. Et vous voyez ici les niveaux qu'on a trouvés de cette époque. Et vous voyez la moyenne ici. Il faut que je montre comme il faut avec le laser. Vous voyez la moyenne ici.
Mais à l'époque d'Amenemès III, il y avait bien trop d'eau apportée par le Nil. Et cela est une indication de famine. Et vous voyez dans la rêve du pharaon, il y avait des vaches pleines de graisse qui sortaient du fleuve. Vous voyez, qui sortaient. C'est comme l'eau qui sort de la rivière, mais ça c'est important pour avoir une bonne moisson. Mais après, les vaches sans graisse, maigres, terriblement maigres, ils sortent aussi du fleuve. Ça indique la famine, n'est-ce pas? Mais aussi en sortant du Nil. Et voilà, on peut montrer, c'était exactement ça le problème à l'époque. Le Nil était trop haut, souvent. Mais par la sagesse donnée par Dieu à Joseph, l'Égypte a été sauvée. Et comme vous le savez, aussi la famille de Jacob. On va plus loin et on a trouvé donc les maisons des Israélites en esclavage. Et voilà aussi, l'ordinateur le rend possible pour faire une reconstruction de ces simples maisons de briques où les esclaves habitaient avant l'Exode. Le papyrus Brooklyn 35.1446, c'est une liste des serviteurs d'une maison comprenant 95 noms. Et c'est une liste de l'époque de Sobekotep III, ça veut dire une génération avant Moïse. Et sur cette liste, vous trouvez plus de 50% de noms sémites du nord-ouest. Vous pouvez dire hébreux, des noms hébreux, comme Menachem, Issachar, Azer, Shifra. Vous voyez, une des femmes sages, Exode 1, avait porté le nom de Shifra. Et autrement, on ne trouve plus dans la Bible le nom de Shifra. On trouve ça là-dessus. C'est quand même remarquable. Et maintenant, j'aimerais encore montrer la fin des couches israélites. C'est terrible. On voit des morts qui ont été jetés pour être enterrés. Et voilà, ce sont les premiers-nés qui sont morts lors de la 10e plaie et Israël est parti. C'est quand même remarquable d'avoir ces traces qui nous illustrent Exode 12, 29. Et il arriva au milieu de la nuit que l'Éternel frappa tout premier-né dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né du Pharaon qui était assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif qui était dans la maison de la fosse. Et tout premier-né des bêtes. Verset 30, à la fin. Et il y eut un grand cri en Égypte, car il n'y avait pas de maison où il n'eût un mort. Et il appela Moïse et Aaron de nuit et dit « Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple !» Ils sont partis. Et voilà, 40 ans de marche dans le désert pour finalement arriver vers l'entrée de la pays de la promesse. Je fais maintenant une petite rupture musicale et puis après, la suite.